Nous revoilà pour la lecture linéaire de l'exposition du mariage de Figaro de Beaumarchais. Nous revenons sur l'identification des mouvements avant de nous intéresser aux faits remarquables et d'en extraire, d'en proposer une problématique pour l'étude. Je reviens sur les mouvements du texte. Je me permets de ne pas relire le texte puisqu'on l'a lu il y a une dizaine de minutes. Donc, quand il s'agit d'identifier les mouvements du texte, je me suis contentée, quant à moi, de deux mouvements. Le premier allant évidemment du début jusqu'à je regarde ma petite Suzanne, si ce beau lit que Monseigneur nous donne aura bonne grâce ici. J'ai considéré que dans ce premier mouvement, il s'agissait avant tout d'une entrée en matière qui contextualisait en présentant les deux personnages principaux, voire même les trois personnages principaux, puisqu'il est fait mention du conte, et l'objet principal de l'intrigue, c'est-à-dire leur mariage. Et enfin, le deuxième mouvement qui va évidemment jusqu'à la fin, que je caractérise en disant que ce passage lance l'intrigue proprement dite avec la présentation du problème auquel les protagonistes vont faire face. C'est ça. Maintenant, dans le repérage des faits remarquables, alors tout d'abord dans le premier mouvement, ce que je remarque tout d'abord dans le premier mouvement, c'est que l'exposition est une exposition assez traditionnelle qui contextualise. On a des indications de lieux. Vous avez dans la didascalie initiale qui est hors extrait un château dont on précise qu'il est à, je cite, 3 lieues de Séville. On sait ici que nous nous trouvons dans la scène dans une pièce contiguë à la chambre des maîtres, amenée à devenir la chambre du couple des valets. Donc d'emblée, on est dans un cadre intime, un cadre familial, si on entend familial au sens un peu large du terme, et évidemment ça rejoint ce que nous avons vu la dernière fois de la comédie, c'est-à-dire une pièce qui va s'intéresser à un petit groupe de personnes et à leurs problèmes intimes. Il est fait question ici des personnages principaux, donc Suzanne, et puis Figaro, qui sont deux valets. On peut faire une référence à la chambre qui est à demi démeublée. Je mentionne la didascalie initiale. Et peut-être est-ce que ce demi-démeublement est une référence justement au mode de vie des personnages présents sur scène, c'est-à-dire des valets, des servantes, ceux qui ont peu de moyens. Et le dénuement finalement de la scène reflète le dénuement relatif dans lequel ils vivent. On découvre ces deux personnages et cette scène va construire ces deux personnages. On va découvrir notamment Suzanne dans une attitude de coquetterie. Elle attache à sa tête devant la glace un petit bouquet de fleurs d'orange. Elle est donc dans un rôle qui est un rôle chargé en clichés, en stéréotypes, un rôle typiquement féminin. Les stéréotypes relèvent de la tradition de l'exposition dans la mesure où les premiers personnages doivent immédiatement donner des indications très aisément identifiables pour les spectateurs. On voit que, à contrario, le valet est saisi, lui, dans une attitude plutôt masculine avec sa toise. Il est en train de mesurer une pièce. On peut noter aussi que l'action qu'il accomplit est une action de subalterne. Hein, il mesure une pièce, donc ça conforte son statut. Et on peut noter enfin, en ce qui concerne la construction des personnages, que les deux personnages se retrouvent immédiatement mis en scène dans leur relation amoureuse. La réplique de Suzanne, la première réplique de Suzanne, permet d'emblée de comprendre qu'on est face à un couple d'amoureux qui va se marier. Alors le petit chapeau évoque peut-être pas grand-chose pour nous, mais pour les spectateurs de l'époque, il est immédiatement reconnaissable. Il est un signe de ce que les deux personnages sont engagés dans un projet de mariage. Ce d'autant plus que l'adverbe « ainsi »
le trouves-tu mieux ainsi suppose que le chapeau a subi des modifications, donc on est face aux préparatifs du mariage, aux préparatifs de la noce, et à une jeune femme qui évidemment s'inquiète de plaire à son futur époux. Tout cela confirme bien qu'on est dans une comédie, dans une pièce qui donc va s'intéresser à un cadre intime, familial et qui met en scène évidemment des personnages ordinaires. On s'intéresse un petit peu à la réplique de Figaro, sans comparaison ma charmante, oh que ce joli bouquet virginal élevé sur la tête d'une belle fille est doux, le matin des noces, à l'œil amoureux d'un époux. La première chose qui saute aux yeux face à cette réplique, c'est que Figaro est un homme amoureux. Et la deuxième chose qui va nous sauter aux yeux, c'est le fait que ce valet est étonnamment capable de se livrer à un badinage élégant. On a ici l'emploi d'un surnom affectueux, ma charmante, et on remarque que le possessif ma traduit bien le lien d'appartenance entre les deux êtres, que le mariage va officialiser. On remarque le recours à un lexique élogieux, charmante, jolie, belle, et aussi la présence d'une métonymie, l'œil amoureux. On a une interjection, le haut, on a une exclamation qui, toutes deux, évoquent l'émotion ressentie et exprimée. Donc on a un personnage de valet qui s'éloigne évidemment de ce que l'on a l'habitude de rencontrer, puisque il mélange deux types de la commedia dell'arte, le valet et le jeune premier amoureux, le jeune homme amoureux qui en général est dans la commedia dell'arte, dans la comédie également du XVIIe, la comédie classique, est plutôt un fils de bonne famille. On continue avec les personnages, on rencontre un troisième personnage ici, c'est le comte Almaviva. Comte Almaviva que nous rencontrons dans la troisième réplique de Figaro. Et donc l'exposition continue à être ce qu'on attend d'elle, c'est-à-dire qu'elle présente tous les personnages principaux. Et ce personnage, elle s'emploie cette exposition à le construire, puisque d'emblée, c'est un personnage qui va apparaître au spectateur, comme il apparaît à Figaro, dans toute sa générosité. Il offre une chambre commode à ses valets. On peut remarquer également dans la réplique de Figaro l'emploi du mot monseigneur. Alors monseigneur, c'est une marque de déférence par laquelle Figaro reconnaît à son maître un statut social qui est supérieur au sien, et on voit bien qu'on n'est pas du tout ici face à un valet révolutionnaire. Au contraire, on voit que le valet est plutôt très reconnaissant à son maître. Dernière chose que l'on peut voir dans cette scène, c'est le fait qu'il y a un écart qui se crée, un autre écart qui se crée à ce qu'on attend ordinairement d'une comédie, c'est le fait que Monseigneur va désigner un noble. Donc, cette comédie va mettre en scène à la fois des valets et des nobles. Et là, on est dans une sorte de révolution, mais une révolution théâtrale, pas du tout une révolution politique ou sociale, à laquelle se livre Beaumarchais. Nous nous penchons maintenant sur le deuxième mouvement. Comme celui-ci est un peu long et histoire de ne pas surcharger les diapositives, je l'ai découpé en deux parties à peu près équivalentes. Donc, dans ce deuxième mouvement, qu'est-ce que je vous propose comme fait remarquable? Eh bien, tout d'abord, le fait que nous avons un enchaînement extrêmement rapide de répliques. On a une accélération du rythme qui accompagne la brutalité un peu surprenante, en tout cas surprenante pour Figaro, de la réaction de Suzanne. Vous pouvez remarquer que la parole va circuler de façon extrêmement rapide, de bouche en bouche, de façon un peu virevoltante. Deuxième chose que nous pouvons remarquer, c'est le fait qu'il y a un conflit qui semble naître avec un ton qui se durcit au fur et à mesure des répliques. Dans ce conflit, ce que nous pouvons dire, c'est que tout d'abord, on a une rupture symbolique de l'union des deux personnages qui va être mise en scène par la grammaire, par les pronoms personnels, puisque Figaro va utiliser le nous
c'est-à-dire le pronom personnel de la réunion des deux personnages, et que à ce « il nous la cède », Suzanne va répondre « je n'en veux point, je n'en veux point, elle me déplaît, je n'en veux pas dire ». Donc Suzanne va répéter de façon extrêmement importante, de façon appuyée, affirmée, ce pronom personnel de la première personne qui marque son refus et l'affirmation de son identité. On peut remarquer également que Suzanne se contente de réponses très courtes et notamment qu'elle produit deux répliques qui sont quasiment identiques. Je n'en veux point et moi je n'en veux point dans le désordre. Donc elle affirme avec force et elle refuse surtout d'entrer dans le dialogue. Dans l'analyse du conflit, je remarque que Figaro, par contre, de son côté, est davantage dans la volonté de discussion. Mais pourquoi? Mais encore, on dit une raison. Il essaie de relancer la parole de Suzanne, parole qui ne se produit que sous forme répétitive et sous forme affirmative quand Figaro est lui, sous forme déclarative quand Figaro est lui dans la question. Vous remarquerez que Suzanne dit qu'elle n'en veut point. Je n'en veux point. Donc, vous notez l'usage du forclusif point. Alors, j'espère que le terme forclusif, tout le monde l'a retenu. Il s'agit d'un terme grammatical qui évoque le deuxième adverbe de négation que l'on emploie dans une négation corrélative. Donc, ce point relève plutôt d'un langage, d'un niveau de langue soutenu. Et ça a évidemment quelque chose de surprenant dans la mesure où on a affaire à une servante. Donc, comme le valet plus haut était capable de développer un discours amoureux extrêmement riche, et nous avons ici une servante qui fait preuve d'une très belle maîtrise du langage. Là encore, on voit bien que, d'abord, le Beaumarchais n'a pas de volonté de réalisme, il s'agit plus d'être dans la symbolique et que symboliquement, les valets ici s'élèvent en quelque sorte au niveau du rôle normalement dévolu aux bourgeois, si ce n'est aux nobles, puisqu'ils sont ceux qui maîtrisent le langage. Remarque suivante, on peut se poser la question de l'intérêt de ce dialogue, parce que finalement, il ne se dit pas grand-chose dans cette partie, dans cet extrait que vous avez sous les yeux. Donc l'intérêt est ailleurs que dans ce qui est dit. Et je propose de considérer que l'intérêt de ce court dialogue, c'est d'éveiller la curiosité du spectateur d'une part, parce qu'on sent, il y a une dramatisation du passage, le conflit s'installe, le ton se durcit, on sent que quelque chose d'important se joue à cet endroit-là, on a envie d'entendre la suite. Et deuxième chose, deuxième intérêt de ce dialogue, c'est de donner un moment de comique à la scène, puisqu'on a effectivement sur scène deux personnages, Suzanne Figaro, Suzanne qui se barricade dans un mutisme, dans un quasi-mutisme, et Figaro qui essaie de faire jaillir la parole. Autre remarque, la fin du passage écarte l'idée du conflit. Quand Suzanne dit « si je n'en veux pas dire », on a quelque chose comme une menace supposée. Si on continue sa parole ou si on rétablissait ce qui manque à sa parole, on aurait quelque chose de l'ordre de « qu'est-ce que tu vas faire, que vas-tu faire si je refuse de te répondre ?» Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une menace qui se met en place dans l'idée d'un conflit qui s'installerait véritablement. Mais la réplique de Figaro va désamorcer le conflit. Oh, quand elles sont sûres de nous. Alors là, on remarque que finalement, ici, Figaro est bon joueur ou bon perdant. Et en cela, il ressemble à de nombreux personnages de valets traditionnels dans la comédie. Il s'incline devant celui qui finalement réussit mieux que lui. Ici, il y a presque une forme d'admiration de la part de Figaro pour la résistance de Suzanne. On remarque qu'on retrouve dans ce passage les exclamations, l'interjection haut que nous avions plus haut dans le discours amoureux. Donc, il s'agit aussi de redire son admiration, son amour pour cette jeune femme. Et dans cette réplique, on peut noter également que Figaro se fait en quelque sorte philosophe, puisque il crée une maxime avec un présent de vérité générale, avec un
pronom personnel elle qui dépasse simplement Suzanne, mais qui va concerner toutes les femmes. On pourrait traduire cette maxime par on ne peut rien obtenir désormais d'une femme dès lors qu'elle sait que nous l'aimons. Donc on est effectivement dans un valet qui là encore s'éloigne de la tradition puisqu'il devient un valet philosophe. On voit donc, et c'est ce que je vous demande de retenir de ce passage, hein, c'est que Figaro est traité par Beaumarchais non pas comme un personnage adjuvant aux personnages principaux, mais il devient un personnage principal qui va porter l'intrigue et qui, de ce fait, au niveau théâtral, rejoint les bourgeois et les nobles. Ce que je pourrais noter également, c'est la réponse finale de Suzanne. La réplique finale, prouver que j'ai raison serait accordé que je puis avoir tort. Donc là, on retrouve ce que l'on disait plus haut, c'est-à-dire qu'on entre dans la constitution d'une maxime, une maxime donc à caractère généralisant. Et là, c'est la servante qui se fait philosophe. Elle se fait philosophe avec une pointe d'humour, évidemment. Et cette pointe finale de cet extrait s'achève par une question. Es-tu mon serviteur, oui ou non? Alors, dans une première lecture, on peut se dire que Suzanne rappelle Figaro à ses devoirs de futur mari, il est son serviteur. Et dans une deuxième lecture, on peut s'interroger sur le sens du mot serviteur. Le sens du mot serviteur, ici, c'est un serviteur, un chevalier servant. Hein, c'est ce qu'il faut entendre dans sa réplique. Si tu m'aimes, alors tu dois être à mon service. Et ici, Suzanne fait référence à quelque chose que nous avons déjà mentionné en cours, que je vais prendre la peine de redire, c'est ce que l'on appelle l'amour courtois. L'amour courtois, c'est cette tradition littéraire qui date du Moyen-Âge et qui met en scène un couple, en général illégitime, avec une femme qui est de plus grande extraction sociale que le jeune homme, et plus âgé aussi, et un jeune chevalier qui, par amour, va accomplir des exploits et qui donc va se révéler à lui-même. Faisant référence à l'amour courtois, Suzanne, finalement, inscrit cette relation amoureuse à Figaro dans la tradition des grandes amours, et puis, surtout, emprunte un rôle qui n'est pas un rôle de servante, puisque la femme, je vous l'ai dit, dans l'amour courtois, est forcément d'une noblesse plus importante que celle du chevalier, qui lui-même est noble. Donc, ce faisant, Suzanne et Figaro accèdent à des emplois de personnages nobles. Nous continuons avec les faits remarquables de la deuxième partie du deuxième mouvement. Je commence par remarquer que le conflit est rompu, l'échange reprend véritablement entre les deux protagonistes et les répliques qui s'allongent en sont évidemment un indice. Je note également que la réplique de Figaro multiplie les indications qui font de lui un valet très désireux de bien servir son maître et non pas un révolutionnaire. Je fais référence pour cela au fait que la chambre est commode, et commode, c'est-à-dire pratique, renvoie évidemment au fait de servir avec efficacité son maître, de la même façon que les onomatopées zeste, craque en 3 sauts. Ces indications donc qui vont dans le sens d'une action qui s'accomplirait de façon extrêmement rapide montrent que Figaro se réjouit de pouvoir être très rapidement au chevet de son maître si celui a besoin de lui. Et on reconnaît, si celui-ci, pardon, a besoin de lui. Et on reconnaît également le terme monseigneur qu'on a croisé plus haut, qui s'accompagne ici du terme madame, à qui on donne la même signification, c'est-à-dire que loin d'être un révolutionnaire, Figaro, qui est dans un cadre tout à fait privé, puisqu'il est avec la femme qu'il va épouser et qui est elle-même servante, ne s'exprime pas de façon agressive à l'égard de ses maîtres, mais bien au contraire de façon très respectueuse. Et la façon dont il est surpris de la réaction de Suzanne montre que Suzanne, elle aussi, est une servante qui entend réaliser au mieux son travail.
Je remarque aussi la structure argumentative très solide de la réplique de Figaro. On a un argument, la chambre est commode, et puis ensuite une illustration de cet argument avec cette mise en scène très comique des deux couples, le couple des maîtres alité qui sonne et le couple des valets qui accourt à leur chevet. Alors, peut-être une petite précision que je n'ai pas fait précédemment. La chambre des valets va tenir le milieu des deux appartements, dit Figaro. Il n'y a pas de surprise à cela. C'est-à-dire que il est dans la norme de cette époque qu'est le XVIIIe siècle que deux nobles mariés ne partagent pas la même chambre. Et vous voyez que ce n'est pas la même chose pour les valets et pour les servantes. Hein. Vous avez aussi dans cette réplique la présentation du quatrième personnage. Et là aussi, on peut voir que dans cette réplique de Figaro, les personnages principaux sont construits, continuent à se construire. On a par exemple Monseigneur qui veut quelque chose potentiellement et qui donc pourrait appeler son valet pour l'obtenir, et Madame qui serait incommodée. Donc on a ici quelque chose qui relève évidemment du cliché de la femme, la dame noble incommodée, c'est-à-dire malade, alitée, on est fragile lorsque l'on est noble, et qui donc appellerait sa servante pour ceci, mais qui ne l'appellerait pas finalement pour autre chose. Et le maître qui est par contre celui qui exige. Donc ici, on a peut-être quelque chose de l'ordre d'une représentation des rapports maître-valet. Vous voyez bien que ce passage est extrêmement comique. On a des onomatopées. Je vois que ce que j'ai écrit a bougé pendant que je passais en mode diapositive. Alors on s'occupe pour l'instant que des onomatopées. Les onomatopées sont ici zeste, crack, qui évoquent la rapidité. On peut imaginer que sur scène, elles vont être accompagnées de gestes. Donc on est dans un comique très affirmé de la scène. Remarque suivante qui donc aurait dû se trouver sur ma diapositive si celle-ci avait été réalisée correctement à la ligne, avec un petit cercle pour indiquer qu'il s'agit d'une nouvelle remarque. On passe à la réplique de Suzanne. Vous remarquez que là aussi on est dans une argumentation, donc elle accepte de répondre, le dialogue est engagé. Elle débute son argumentation par un mouvement concessif, elle commence par reconnaître le bien fondé de ce que dit Figaro avec fort bien, et puis elle adjoint à ce fort bien immédiatement un mais adversatif qui montre qu'elle ne se rend pas à ses arguments, mais bien au contraire les entend pour mieux les contrer. On a également dans cette réplique un comique très fort, tout d'abord parce qu'elle reprend les deux onomatopées utilisées par Figaro, donc elle se moque de lui, et cette façon de se moquer de ce qu'il a dit est une façon de souligner qu'il est en quelque sorte le dindon de la farce. Il est le naïf de l'histoire, celui qui entend rapprocher pour bien faire le lit de sa jeune promise à celui de son maître, et donc faciliter finalement le passage à l'acte de ce dernier. Vous remarquez aussi que ce comique, c'est un comique qui à la fois fait sourire dans la mesure où on est dans une mise en scène un peu exagérée, un peu outrancière, et en même temps c'est un comique qui est extrêmement angoissant. Dans la mesure où la menace qui pèse sur Suzanne, c'est une menace d'ordre sexuel. Le comte veut rétablir le droit de cuissage. Alors le droit de cuissage, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, donc dans l'absolu, je reviens dessus. Le droit de cuissage, qui est un droit qui n'a jamais existé dans le droit français, à quelque époque que ce soit. S'il a pu exister dans les coutumes, dans les faits, il n'a pas existé dans le droit. Donc ce droit de cuissage, il consiste pour un seigneur à pouvoir déflorer la jeune femme à la veille de son mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la jeune femme qui se marie, avant que de connaître les bras de son mari, doit passer par le lit de son seigneur. Encore une fois, ça n'a jamais été écrit dans la loi française, mais il semblerait que ça a été en usage.
Le comte, dans la pièce, on le voit plus loin, a aboli ce droit lorsqu'il épouse la comtesse. C'est une façon de déclarer son amour à la comtesse, puisque comme cela, il peut l'assurer de sa fidélité. Et puis finalement, avec Suzanne, il se ravise un petit peu et il se dit que, bon, finalement, c'était un, un droit qui était finalement pas si désagréable pour le maître. Donc, j'en souris parce que je souris de la démarche intellectuelle du comte, mais je ne souris évidemment pas de la menace qui pèse sur Suzanne, puisque il s'agit bien là d'une situation de viol. Alors, pas viol par contrainte physique, mais viol par contrainte morale, sociale, ce qui revient évidemment au même. Et pourquoi est-ce que je fais cette digression, qui n'en est pas vraiment une? Parce que cette menace sexuelle très grave, ce n'est pas un sujet de comédie. C'est un sujet de tragédie. Le mariage forcé, c'est un sujet de la tragédie. Le fait de contraindre une femme au mariage, alors ce n'est pas dans la tragédie contraindre à une nuit, hein, mais contraindre une femme à épouser un homme sous la menace, c'est un sujet de tragédie. Donc ici, vous voyez que la pièce, encore une fois, s'éloigne de ce que l'on attend d'une comédie. Vous pouvez noter aussi que l'exposition est très rapide, puisque les faits, les personnages principaux sont connus en 20 lignes. Après tout, on pourrait presque considérer que l'exposition, dont vous savez qu'il ne s'agit pas forcément de la première scène, mais elle se poursuit tant qu'on a besoin de considérer qu'on est dans l'exposition, c'est-à-dire qu'on considère que l'exposition s'arrête au moment où l'on possède tous les éléments nécessaires pour comprendre l'intrigue, on pourrait presque considérer que l'exposition s'arrête avant la fin de la première scène. Donc ça, c'est un trait esthétique propre à Beaumarchais, cette rapidité de présentation et de récit des faits. Enfin, et c'est la dernière chose dont je parlerai dans cette diapositive, le fait qu'on a une question de la rivalité amoureuse. La rivalité amoureuse dans la comédie, c'est ce qu'on appelle un topos, c'est-à-dire un thème récurrent qu'on voit très souvent, hein, deux hommes amoureux de la même femme, le père qui décide de marier la jeune femme à l'un et pas à l'autre, mais elle préfère l'autre. C'est donc un topos. Mais ici, elle est quand même tout à fait renouvelée. Tout d'abord parce que le valet, il va être l'un des actants de cette rivalité amoureuse. Dans la comédie traditionnelle, que l'on connaît auparavant, le valet est bien plus généralement celui qui va aider le jeune homme de bonne famille à obtenir que le droit soit de son côté. Ensuite, la deuxième chose qui est intéressante dans cette histoire, c'est que dans cette rivalité amoureuse, le noble et le valet ont le même désir, ont un désir commun pour une même femme. Ici, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la mise en scène d'un caractère révolutionnaire au sens social ou politique du terme, puisque on peut voir dans cette rivalité amoureuse, on veut la même chose, une mise en scène finalement du conflit de pouvoir qui est à l'origine de la Révolution française, où le peuple va réclamer les mêmes droits, les mêmes privilèges que les nobles, ou plutôt va réclamer les mêmes droits et donc l'abolition des privilèges des nobles. Et dernière chose, dans cet affrontement, le droit moral, il est évidemment du côté des valets. Il est évident que tout lecteur se range du côté de Figaro et de Suzanne et non pas du comte, puisque Suzanne n'est pas consentante et que le comte se fait tyran, il abuse de son pouvoir. Donc, ça veut dire, puisqu'on est à l'ouverture d'une comédie, deux choses. D'abord que on sait, puisque la comédie se termine bien, que le comte sera le grand perdant ou Figaro le grand gagnant de cette histoire. Et cela veut dire aussi quelque chose, ça veut dire que les valeurs de noblesse, qui sont les valeurs nobles, qui sont en général assimilées aux personnages nobles, sont ici assimilées au personnage du valet, ou plutôt, puisqu'on n'en est pas encore tout à fait là, il va falloir attendre un petit peu dans la pièce pour qu'on en arrive là, plutôt que le noble n'a pas les qualités de son rang. Et s'il n'a pas les qualités de son rang,
Si on pousse le raisonnement un petit peu plus loin, alors il n'y a pas de raison. Si la noblesse ne veut pas dire noblesse d'âme, alors il n'y a pas de raison qu'il y ait des nobles et des non-nobles. Donc c'est déjà une fissure dans la façon dont l'Ancien Régime est constitué. Hein, cet Ancien Régime, il repose sur le fait que si la noblesse est la classe dirigeante, alors classe dirigeante c'est une expression un peu récente, mais vous comprenez le sens de mon propos. Si la noblesse a ses avantages, ses privilèges, c'est parce que l'on considère que celui qui est noble est également noble de caractère, d'esprit. S'il ne l'est plus, alors il n'y a pas de raison qu'il ait une place particulière dans la société. J'arrive à la fin de mon explication de texte, donc il reste à trouver une problématique. La problématique, donc, si je reprends les différents éléments de cette explication de texte, je me rends compte qu'il y a deux éléments majeurs finalement dans cette exposition. Tout d'abord, une pièce qui est héritière de la comédie traditionnelle, avec une exposition qui remplit bien son rôle d'exposition, avec ce qu'on a vu de la présence du valet qui est au service de son maître, etc., mais qui la renouvelle en même temps, puisqu'on a des nobles, etc. Bon, voilà, je vous renvoie à tout ce qu'on a dit précédemment. Et le deuxième élément majeur, c'est que c'est une pièce qui préfigure peut-être un peu quand même la Révolution française. On voit qu'on navigue toujours entre les deux. C'était un peu l'objet de notre première séance de télé-enseignement. Une pièce qui va être révolutionnaire au niveau parce qu'elle porte des idées révolutionnaires, certes, mais surtout parce qu'elle renouvelle la comédie classique. Donc, je vous invite à arrêter la vidéo pour ceux qui se sont dit que la problématique qu'ils avaient trouvée n'était pas dans le sens de ce que on voit quand on défriche un petit peu mieux le texte, un petit peu plus le texte. Je vous invite à arrêter la vidéo, à vous poser la question de la problématique que vous proposeriez, à relancer la vidéo ensuite. Quant à moi, je continue et vous allez voir que je progresse de jour en jour dans la maîtrise de ce drôle d'outil qui occupe désormais toutes mes nuits. Attention, apparition de la problématique. Bon, en quoi cette exposition menée par le valet pose-t-elle la question du caractère révolutionnaire de la pièce? Bon, j'espère que vous avez apprécié ce passage de la pièce, que vous n'avez pas trop de difficultés à suivre ces vidéos qui, je sais, vous mettent dans une position un petit peu passive, mais je tente de réduire cette passivité au maximum et j'espère que vous avez apprécié surtout cette extraordinaire entrée de la problématique qui, je le crois, va devenir ma signature visuelle. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Bravo pour le travail que vous faites. Bravo de continuer à être attentif et efficace. Je pense que vous avez compris que la situation va perdurer. On le sait, on le sent désormais. Donc, il faut qu'on travaille comme ça. Vous le faites bien et je vous en félicite. À demain, 9 h, devant le blog.